À quoi tu penses? Une émission proposée par Marion Richer et Antoine Hamrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Alors nous sommes plongés dans un monde qui prône l'efficacité, qui sacralise la rentabilité et qui nous impose sans cesse d'être dans l'action. Face à ces impératifs, à agir vite, à répondre rapidement aux sollicitations, à trouver des solutions immédiates, existe-t-il des voies différentes? À l'autre bout du spectre, l'inaction ne peut-elle pas nous interroger? Peut-elle incarner à sa manière une forme de réaction ou une autre manière de s'engager? Quelle différence observer entre une inaction volontaire et une inaction subie du fait d'un empêchement? Autant de questions auxquelles nous nous attacherons à répondre dans ce nouveau cycle de 2 émissions. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Alors ce petit clin d'œil amusant ne nous parle pas véritablement de l'inaction, mais plutôt de la paresse. Et la paresse et l'inaction, ce ne sont pas exactement les mêmes choses, les mêmes concepts, puisque autant l'inaction peut être un état dans lequel on se retrouve, ou qu'on choisit, ou alors qui est subi, qui est une attitude volontaire ou un état subi, autant la paresse, c'est plutôt un dérèglement de la volonté, d'une certaine manière. Je ne suis pas sûre que cette chanson parle de paresse, où il y a plutôt une espèce d'indolence ou de désir auquel peut-être on aspire tous aujourd'hui, de se désengager du joug du travail effréné dans lequel on est tous pris. Il y a ce désir du dimanche perpétuel où on peut enfin se reposer et laisser divaguer notre esprit. Donc oui, je dirais peut-être pas forcément la paresse, le côté négatif de la paresse, mais le contre-coup d'un monde trop frénétique. Mais effectivement, on ne peut pas dire que la chanteuse soit militante du non-agir à la Gandhi. Mais c'est quand même une forme d'action, une forme de résistance passive à ce système de travail. Alors c'est plutôt peut-être une critique du monde du travail finalement, comme on la retrouve peut-être justement dans Le droit à la paresse de Paul Lafargue ou chez Bertrand Russell dans Éloge de l'oisiveté par exemple, qui sont dans ces textes qui sont authentiquement justement des critiques du monde du travail, ou en tout cas des modes de travail qui peuvent être perçus comme une aliénation et qui empêchent justement l'homme de se réaliser dans d'autres dimensions. C'est exactement ça. Et je trouve qu'il est mal. C'est plutôt une insolence un peu de Paul Lafargue et l'éloge de la paresse. C'est pas du tout de la paresse. C'est contre le culte du travail, l'idolâtrie du travail qui s'est instaurée au XIXe siècle que ce texte se met en branle. Et effectivement, la paresse n'est que le mot d'un refus de dévouer toute son énergie, toutes ses ressources vives au travail. Et Bertrand Russell, avec l'éloge de l'oisiveté, lui, ne fait pas l'éloge à proprement parler de l'oisiveté justement, mais plutôt il appelle à créer en fait une société dans laquelle le loisir soit quelque chose de constitutif de la personne humaine et soit aussi un lieu de réalisation. En fait, à travers l'art, à travers la culture, à travers le sport, à travers un certain nombre de choses différentes en fait du travail qui n'a pas lieu en fait d'absorber l'ensemble des activités humaines et des forces de l'homme. Vivement qu'on y soit. Alors je propose qu'on écoute un extrait d'un ouvrage de Herman Melville qui s'appelle Bartleby le scribe. C'est un drôle de texte qui a été écrit en 1853 donc par cet écrivain américain et qui met en scène un drôle de personnage également, ce Bartleby qui est un employé de bureau qui travaille dans un office notarial et qui a été récemment recruté par son employeur, qui montre de grandes capacités dans son travail, qui est consciencieux, qui fait bien les choses, et qui a aussi une forme d'austérité, telle qu'on peut l'imaginer dans son travail de copiste. Et justement, son travail de copiste, un jour son employeur donc l'appelle à venir faire un travail de copie avec lui, ou de vérification de copie. Et cet employé, donc Bartleby, y oppose une fin de non-recevoir, avec une formule assez énigmatique qui est « je préférerais ne pas ». Et à partir de là, dans cette grande nouvelle ou ce petit roman, Bartleby va opposer systématiquement à son employeur cette formule un peu énigmatique
dont on écoute donc un extrait. Et il faut savoir que le récit est écrit à la première personne et c'est l'employeur qui parle. Je fermai les battants de la porte et m'avançai de nouveau vers Bartleby. La tentation fatale s'était emparée de moi, je le sentais, avec une force accrue. Je brûlais de voir Bartleby se rebeller encore contre moi. Or, je me rappelais qu'il ne quittait jamais l'étude. « Bartleby, dis-je, Gingembre est parti. Faites un saut jusqu'à la poste, voulez-vous » C'était une course de 3 minutes. « Et voyez s'il y a quelque chose pour moi. » « Je préférerais pas. »« Vous ne voulez pas ?»« Je préfère pas. » Je regagnai mon bureau en chancelant et me perdis dans une méditation profonde. Mais mon impulsion aveugle revint. Comment pouvais-je m'attirer encore une ignominieuse rebuffade de la part de ce chétif pauvre mon employé à gage ? Quelle était la chose parfaitement raisonnable qu'il refuserait certainement de faire ? « Bartleby !» Pas de réponse. « Bartleby !» dis-je en élevant la voix. Pas de réponse. « Bartleby !» tonnai-je. Tout comme un fantôme soumis aux lois de l'incantation magique, à la 3e sommation, il parut à l'entrée de son ermitage. « Allez dans la pièce voisine et dites à la Gringe de venir me trouver. »« Je préfère pas, » dit-il lentement et respectueusement. Puis il disparut avec douceur. « Très bien, Bartleby, » dis-je d'un ton tranquille et mesuré, empreint d'une sorte de sévérité sereine qui dénotait la décision irrévocable de recourir à quelque châtiment imminent et terrible. Sur le moment, peut-être avais-je en effet une intention de ce genre. Mais à tout prendre, comme l'heure de mon déjeuner approchait, je jugeais préférable pour cette fois de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi, plongé dans une perplexité et un désarroi profond. Alors c'est un texte un peu étrange et toute la nouvelle est un petit peu sur ce ton étrange entre deux mondes. On voit que ce qui est particulièrement frappant, c'est l'absence de motivation en fait dans l'action du personnage principal, qui est justement dans l'inaction du personnage principal, dans le fait qu'il refuse finalement le travail ou qu'il refuse tout ce qu'on lui demande, les services comme le travail, et en fait il va se désengager toujours plus dans la nouvelle de toute relation, de tout lien, jusqu'à une forme très, très radicale de solitude. Ce qui est étonnant aussi, c'est la réaction de son employeur qui est fasciné complètement fasciné par cette réaction-là. Et il parle de tentation fatale, s'était emparé de moi. Il y a comme une espèce de plaisir à se voir refuser et à se voir... conduit. Et conduit effectivement, par son employé. Comme si, en fait, ce texte est vertigineux parce qu'il suffirait... Tout marche très bien, mais il suffirait que un seul, commence à dire que finalement, il ne se pliera pas aux relations de domination qui sont présentes. Il donne des ordres, faites ceci, faites cela, il l'appelle. Il suffirait qu'il y en ait un qui commence à dire très doucement, très tranquillement non, pour que en fait, tout l'édifice, c'est là le vertige de ce texte, tout l'édifice de la construction sociale commence à s'effilocher, à s'effriter et à s'effondrer. Donc, par quoi sera-t-il remplacé ? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a ce vertige-là d'impossible. On croit que c'est impossible, c'est tout à fait possible, il nous suffit de dire non. En fait, Bartleby est une sorte de grain de sable dans une mécanique bien huilée. Alors peut-être que de manière symbolique aussi, le sous-titre du texte, c'est une histoire de Wall Street. Donc ça se passe dans un quartier d'affaires, dans un quartier dynamique, dans un quartier de bureaux. Et c'est peut-être mettre en parallèle justement avec la société industrielle qui se développe comme ça au milieu du 19e siècle. Et ce grain de sable, on aperçoit aussi que finalement, il peut exister dans les entreprises qui font que les employés vont protester contre leurs conditions de travail. Là, ce n'est pas une protestation véritablement par rapport à ces conditions de travail, mais c'est juste une réponse finalement énigmatique au fait de dire qu'il ne fera pas ce qu'on lui demande ou qu'il ne souhaite pas le faire. Donc il y a aussi une manière très polie en fait de détourner les choses. Et à travers ça, finalement, plus personne n'a de prise sur ce personnage, en fait. Et comme vous le disiez, il y a aussi chez son employeur une sorte de curiosité amusée et inquiète et en même temps très bienveillante, qui est assez frappante. C'est aussi une critique de cette forme-là de travail bureaucratique dénuée de sens, d'absurdité aussi. Et l'employeur aussi se retrouve lui-même privé du pouvoir de donner des ordres. Et donc c'est assez curieux puisque normalement c'est sa fonction première. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi
Alors ça, c'est un petit clin d'œil à Jean-Luc Godard qui est décédé il y a peu. C'est Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou, où il est dans un état d'ennui profond qui lui fait dire « je ne sais pas quoi faire ». Alors il nous arrive parfois d'être démunis et comme empêchés d'agir devant une masse de travail qui semble insurmontable ou devant une multiplicité de choix. Je ne sais pas, comme au restaurant quand on regarde la carte et qu'on est finalement incapable de décider ou de choisir devant le champ des possibilités. Ou ça peut être devant un temps libre qui s'ouvre à nous et où on n'a rien programmé et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par quoi commencer. Finalement, ce temps libre débouche sur l'inaction, sur une incapacité à se décider, à choisir et à agir. Peut-être est-ce que ce qui symbolise assez bien cet état, c'est le paradoxe de l'âne de Buridan. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste et en sachant que Descartes lui-même l'a repris dans un de ses textes, dans une de ses lettres, je crois, où il parle de la liberté d'indifférence, dont on a parlé dans une précédente émission. Tout à fait, mais je voulais juste revenir sur cet extrait. Il me semble qu'il illustre plutôt par rapport à l'excès de possible et la paralysie face à l'excès de possible, cette espèce de vide, de l'ennui, où il n'y a même pas une action qui semble intéressante. Tandis que l'âne, dont je parlais tout de suite, il y a trop d'actions qui semblent intéressantes et ça provoque la paralysie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend, à la faveur de ce vide, on entend tout. On entend le monde, on entend les vagues, on entend les oiseaux. Et c'est bien pour ça qu'il ne faudrait pas trop charger la barque des enfants pour que ce vide et cet ennui soient présents et que l'imaginaire puisse se développer. Et je ferme la petite parenthèse. L'âne de Buridan, selon Descartes, illustre le degré le plus bas de liberté. Donc c'est un degré... Voilà, c'est pas le top du top de la liberté, c'est vraiment le degré le plus bas. C'est ce qu'il appelle la liberté d'indifférence. On peut choisir entre A et B. Donc l'âne de Buridan, en l'occurrence, il peut choisir entre boire et manger son picotin. Mais face à ce vertige du libre arbitre, il ne peut pas choisir et donc il meurt de faim et de soif. Il est à égale distance des deux et donc à partir de là, poser un choix devient compliqué. Alors peut-être qu'une illustration littéraire de ce paradoxe, on la trouve dans un roman de Sylvia Plath qui s'intitule « La cloche de détresse » et qui met en scène une jeune femme qui vient de gagner un prix littéraire. Et donc elle part à New York, qui est la récompense de ce prix. Et elle erre un petit peu dans la ville avec d'autres jeunes femmes. Et voilà, elle est dans une sorte aussi d'inaction ou d'impossibilité d'agir véritablement. Elle passe d'un endroit à l'autre, d'une rencontre à l'autre sans s'attacher. Je me sentais comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome, ou un champion de football universitaire parachuté à Wall Street dans un costume d'homme d'affaires, ses jours de gloire réduits à une petite coupe en or posée sur sa cheminée, avec une date gravée dessus, comme sur une pierre tombale. Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux, comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre, une autre, un brillant professeur, et encore une autre, E.G., la rédactrice en chef, célèbre. Toujours une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Une autre figue représentait Constantin, Socrate, Attila, un tas d'autres amants aux noms étranges et aux professions extraordinaires. Il y avait encore une figue championne olympique, et bien d'autres figues au-dessus que je ne distinguais même pas. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes, seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres. Et, assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une, elles éclataient entre mes pieds sur le sol. Alors il y a à la fois quelque chose d'amusant dans ce texte, dans sa profusion de détails ou de possibilités, et en même temps d'un peu inquiétant, puisqu'on voit que ça finit mal d'une certaine manière. C'est un petit peu à l'image du roman lui-même, puisque voilà, la différence de Bartleby dont on a parlé précédemment, ici, n'est pas dans une démarche volontaire. En fait, c'est une démarche, une position qui est subie et qui est vécue finalement difficilement. Là, dans ce texte, on voit vraiment toute la force vitale de Sylvia Plath qui regorgeait de projets, d'ambitions, qui voulait tout en fait. Tout embrasser. Tout embrasser, une espèce de boulimie de vie, de désir qui avait pour revers une pulsion de mort très forte. Donc ça, c'est vraiment un texte
magnifique. Et effectivement, à la fin du texte, il y a l'ombre de la folie qui va se déployer dans le texte qui est déjà présent. Et on comprend, c'est vraiment l'illustration de la situation de l'âne de Buridan. Elle ne parvient pas à choisir, et donc elle meurt de faim. Et en fait, ça nous dit que voilà pourquoi c'est seulement le degré le plus bas de la liberté. C'est que finalement, la liberté, ça n'est pas seulement s'apercevoir ou comprendre qu'on peut faire, on a le choix entre plusieurs possibles. Mais en fait, c'est choisir. Le plus difficile, c'est pas de se représenter un monde de possibles, de rêves, de mirages. C'est d'en choisir un et donc de renoncer à tous les autres et de s'engager dans la voie du réel avec ce projet-là. Et en fait, la liberté, pour revenir un peu au thème qu'on avait travaillé précédemment, c'est ça. C'est paradoxalement pas seulement l'ivresse des possibles, mais le choix, le renoncement aux autres possibles et l'engagement sur une voie. Donc c'est moins glamour. Ça rejoint peut-être aussi la question de la volonté aussi, d'une certaine manière, cette dimension de l'inaction. Là, il y a quelque chose qui échappe, donc c'est un petit peu différent. C'est pas un processus volontaire, mais il y a quelque chose qui échappe à l'auteur, qui peut-être voudrait agir, mais qui n'en a pas la capacité, en fait. Oui, clairement, ça n'est pas en faveur de l'action, ce texte. Autant le texte précédent de Melville, on pouvait penser, ça a été un mélange entre Oblomov, l'attitude un peu ruse de rester à boire du thé au coin du feu avec ses pantoufles et de se laisser gagner par une mollesse tranquille. Et donc c'est un mélange entre l'oblomovisme et Gandhi, l'espèce de résistance passive. Autant là, clairement, on voit que la force de vie, elle se transforme très vite en force de mort. Effectivement, là, l'inaction, pour le coup, elle est dangereuse. Alors moi, ça me fait penser aussi au fait que, on le voit aussi dans le texte, il y a très présent la question de la société finalement de consommation à travers des noms de personnes, des noms de marques, voilà. Et donc il y a une pression un petit peu publicitaire, marketing, qui a pour but finalement de créer du désir. Et finalement, cette création perpétuelle de désir, une fois que le désir est assouvi, il faut aller vers un nouveau désir. Sinon, il n'y a plus de force vitale et on sombre dans une espèce d'inaction ou d'une espèce d'acédie aussi, qui fait que plus rien n'est susceptible de nous contenter. Ou alors on plonge dans tous ces désirs-là et on se met à leur poursuite parce qu'on a peur de ce vide au centre de nous qu'on ne veut absolument pas voir ou pas atteindre, cette sagesse ou ce présent au sens de cadeau, ce cadeau du vide qu'on n'ose pas, qui nous terrifie et qu'on n'ose pas atteindre. Et donc on se perd dans ce tourbillon-là. Et Sylvia Plath, la première. Oui, puisqu'elle elle va se suicider en fait devant justement cette capacité à être en adéquation avec la vie, quoi. Et aussi parce qu'elle voulait tout, en fait, elle voulait être parfaite partout, elle voulait être une mère parfaite, une poétesse parfaite, et il y a eu cette volonté-là tendue, et ce perfectionnisme-là vraiment porté effectivement par toute la société américaine, lui a fait vraiment à briser ses ressorts. Et j'en profite pour rajouter une distinction conceptuelle très très éclairante, parce que jusque-là, on parle du travail comme si c'était l'action, comme si c'était la même chose. Alors il faut quand même, je trouve que la distinction que fait Hannah Arendt entre l'œuvre, le travail et l'action est très très éclairante. En fait, pour elle, le travail n'est pas du tout l'action. Le travail, c'est ce qui nous apparente aux animaux. C'est ce qui nous permet de subvenir à nos besoins, d'assurer notre survie. Donc le travail, c'est ce qui ne fait pas de nous des hommes. Et donc, dans la société antique que Hannah Arendt a travaillé, ce qui fait de nous des hommes, c'est l'action véritable, c'est-à-dire non pas assurer sa subsistance par la production, mais se distinguer sur la place publique au regard de tous les hommes par des paroles belles ou des gestes héroïques qui garderont notre nom dans la mémoire des hommes. C'est ça l'action véritable. Donc, autrement dit, là, finalement, le travail, quand on s'épuise dans le travail en pensant agir, en fait, on fait tout sauf agir véritablement. On assure notre survie, mais on n'agit pas. Et il y a le troisième volet de sa distinction, c'est l'œuvre, où là, on produit des œuvres, effectivement, par exemple les œuvres d'art, qui sont un type d'œuvre particulier, mais ça n'est pas encore l'action. L'action, c'est véritablement quelque chose qui fait pour un antique, pour un ancien, pour un grec ancien, on survit, on vit dans son espace privé à la maison, avec sa famille, on mange, tout ça, ça ne mérite même pas d'être mis en lumière. Et on commence vraiment à vivre quand on est dehors, sur la place publique, sous le regard des autres, et qu'on se distingue par des belles actions et des gestes héroïques. Donc ça donne vraiment à réfléchir sur le fameux l'action qui est le maître mot de nos sociétés, où en fait on n'agit pas.
Alors pour finir cette émission, donc sur un mode plus humoristique, nous allons écouter quelques musiques du film Alexandre le Bienheureux de Yves Robert, qui nous parle pas tant de l'inaction, quoique, il nous parle aussi peut-être un peu de la paresse, puisqu'il met en scène un héros qui est Alexandre, qui est mené à la baguette par sa femme et qui doit abattre un travail phénoménal tous les jours, et qui, au décès de son épouse, décide de rester dans son lit et d'organiser toute sa vie autour de son lit, où il mange, où il joue de la musique, où il passe toute la sainte journée. Et donc, c'est un personnage un petit peu anarchiste qui critique la société des années 60, en fait, aussi, et la société du travail des années 60, plus exactement. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour explorer d'autres versants du thème de l'inaction et pour tenter de comprendre comment le fait de refuser d'agir peut aussi incarner un principe de subversion à la fois puissant et original.